Dans cette vidéo du chapitre 15 de mes notes de cours, je complète la page intitulée Section 1, la notion d'effort interne ou de force interne. C'est une introduction à ce chapitre. Dans un premier temps, ce que je montre, c'est un objet. On l'a mis sur une surface sans frottement là, pour illustrer cette situation-là, puis que l'objet puisse être quelque part dans l'espace, mais sans subir aucune influence de la surface sur laquelle il repose. Et je peux appliquer une force sur cet objet-là. Évidemment, si je fais juste ça, l'objet va se mettre à déplacer. Je peux mettre cet objet-là sous contrainte en exerçant la même force de l'autre côté. Donc là, maintenant, la deuxième loi de Newton et la première loi de Newton nous amènent, ou la première loi de Newton, nous amène à dire que l'objet va être immobile si les deux forces sont égales. C'est pour ça que je leur ai donné pratiquement le même nom, mais évidemment, ce n'est pas le même vecteur, donc il fallait que j'aille un nom différent. Mais pour montrer que c'est le même module, j'ai donné le même nom, puis lui, j'ai rajouté un petit moins en avant, puisqu'il est du côté négatif. Dans le sens négatif, j'ai ajouté un petit moins, mais ça fait partie de son nom. Il a été baptisé moins Michel au lieu d'être baptisé Michel de l'autre côté. Donc, un objet qui est soumis comme ça à deux forces égales de chaque côté est un objet qu'on dit souvent sous contrainte de tension. Chaque particule de l'objet, chaque extrémité de l'objet se sent tirée, mais chaque partie de l'objet se sent tirée également. C'est sûr que si je grandis la force à un moment donné, des deux côtés en même temps, évidemment, à un moment donné, l'objet pourrait se séparer. Ça peut être au niveau de l'ancrage, à l'endroit où j'applique la force, qu'il y a des chances que ce soit là qu'il y ait rupture. Mais ça peut être n'importe où dans l'objet si jamais l'objet présente une faiblesse à quelque part. Donc, chaque partie de l'objet est soumise à ces forces-là. Deuxième dessin que j'ai mis, c'est pour montrer que quand on est dans le domaine de la résistance des matériaux, des contraintes, des formations des matériaux, ben, un matériau, c'est toujours en trois dimensions. Donc, même si des fois on la dessine en deux dimensions comme ça, il faut bien réaliser que l'objet est en trois dimensions. Même s'il est mince ou même s'il n'est pas large, il existe quand même trois dimensions à tout objet. Et dans le domaine de la résistance des matériaux, il y a un aspect qui va devenir important, c'est l'air sur lequel s'exerce cette force-là. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va séparer l'objet. J'ai déjà dit, je suis supposé d'avoir dit à quelques reprises dans le cours, que les lois de la physique s'appliquent. Ils peuvent s'appliquer à un système d'objets, peuvent s'appliquer à chacun des objets du système, et ils peuvent même s'appliquer à chacune des parties d'un objet. Donc, les lois de la physique s'appliquent toujours, si on veut. Fait que, dans ce cas-ci, si je sépare l'objet en deux, virtuellement ou réellement, bien, les lois de la physique devraient encore s'appliquer. Donc, j'imagine qu'on va séparer l'objet à cet endroit-là. En résistance des matériaux, on trace souvent un pointillé comme ça, puis on va l'appeler AA, dire je vais étudier qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là de l'objet. Donc, je vais avoir la partie gauche de l'objet et la partie droite. Et la physique doit demeurer vraie pour chacune de ces parties-là. Fait que quand j'étudie la partie gauche de l'objet, ben, il y a une force qui s'exerce de ce côté-là, puis cette partie-là ne bouge pas. Si cette partie-là ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a une force à l'intérieur de l'objet qui tire sur l'objet à cet endroit-là. Et là, mes deux forces étant égales, je peux affirmer que cette partie-là de l'objet ne bouge pas. Évidemment, ce vecteur-là est égal à lui, puis je vais l'appeler une force interne. C'est une force qui est à l'intérieur de l'objet, puis qui maintient cette partie-là de l'objet en place. Même chose pour l'autre partie de l'objet. Elle ne bouge pas, c'est parce qu'elle aussi a une force interne qui vient balancer la force extérieure. C'est la cohérence de l'objet, des forces internes à l'objet qui fait que l'objet se tient ensemble, tant qu'il n'y aura pas de point de faiblesse, si on veut. Évidemment, ces forces-là internes sont égales aux forces extérieures. Première observation qu'on peut faire. Dans le domaine de la résistance des matériaux, on ne s'intéressera pas beaucoup aux forces internes en Newton. Parce qu'on va plutôt s'intéresser, parce que ce qui arrive souvent quand il y a des ruptures d'objets, c'est souvent lié à l'air de l'objet, le A que j'avais mis dans le dessin ici. Parce qu'évidemment, là, ici, on avait un air pareil tout le long de l'objet, mais l'objet pourrait grossir, rapetisser. Et ce que ça va amener, si jamais l'objet rapetisse, c'est qu'il va avoir la même force, mais sur une partie plus petite de l'objet. Donc, il va y avoir plus de pression à cet endroit-là. Je reviens au chapitre 14, où on calculait la pression, qu'on ramenait notre force en termes de pression à la place, en tenant compte de l'air. Donc, ça, c'est ma partie là, que j'ai mis en rose ici.
Quand on ramène la force par rapport à l'air, c'est des newtons par mètre carré de surface. Bien, on ne parlait plus de force, mais on parlait de pression dans le chapitre 14. En résistance des matériaux, on va parler de contrainte. Donc, déjà au chapitre 14, quand je faisais des pressions, je disais on met plusieurs vecteurs. Bien, une contrainte, c'est plusieurs vecteurs parce que ça s'exerce aussi partout sur la surface. Évidemment, j'aurais une contrainte inverse dans l'autre moitié de l'objet. Okay? Et cette contrainte-là va avoir un lien avec la force, au même titre qu'au chapitre 14, on disait F est égal à P fois A, la pression fois l'air, ou l'inverse, on disait pression est égale à force sur R. Bien, même chose ici, la force, quand je dessinais un seul vecteur, bien, ça va être égal, on avait dit au chapitre 14, à la pression, mais là, ma pression dans la résistance des matériaux, on l'appelle contrainte, fois l'air. Donc, on avait exactement la même formule dans le chapitre 14, mais on avait un P ici pour pression. Et ça va être les mêmes unités, c'est des newtons. La contrainte qui est ici, c'est des newtons exercés sur des mètres carrés. Dernière chose que je mets dans le partie du bas de cette introduction-là, c'est un modèle qu'on utilise souvent pour n'importe quel objet solide. Tout objet solide peut être modélisé par un ressort. Donc, cet objet-là, ce n'est pas un ressort, mais je peux étudier son comportement en ayant l'esprit qui se comporterait comme un ressort si j'essaierais de l'étirer. Un objet solide, on ne le réalise pas si en plus il est très très rigide, on n'a pas l'impression que ça s'étire, mais il va s'étirer, il va bouger légèrement. Okay. Donc quand c'était un vrai ressort qui pouvait s'étirer, on avait vu au chapitre 9 que la force de rappel du ressort, donc là je ne l'ai pas dessiné, mais la force qui est à l'intérieur du ressort et qui vient justement contrebalancer les forces extérieures, sera égale à la constante de ressort. Donc, est-ce que c'est un ressort qui est beaucoup rigide ou peu rigide? Plus K est élevé, bien plus c'est un ressort qui est rigide. Fois l'élongation, donc quand j'étire le ressort. L'élongation se mesure donc en mètres, de combien j'ai étiré le ressort. Ici, on avait des newtons. Évidemment, pour la cohérence des unités, ça veut dire que la constante d'un ressort, c'est des newtons par mètre. Mètre va pouvoir se simplifier, puis j'ai une cohérence d'unité. Dans le domaine des matériaux solides, même si on les modélise par un ressort, on va avoir un peu le même genre d'équation, mais je ne m'intéresse pas au newton. Je vous l'ai dit, ce n'est pas tant la force interne que la contrainte interne. Donc, c'est la contrainte que je vais avoir du côté de la force. Une contrainte, c'est des newtons par mètre carré, c'est des pascals. Je vais m'intéresser à de combien l'objet s'étire. Même si c'est des valeurs extrêmement minimes, il va y avoir un étirement. Malheureusement, on n'utilise pas le même symbole, mais ça joue un peu le même rôle que E ici. Donc, c'est l'élongation de l'objet solide. Et je ne le mesure pas en mètres. Ce qu'on va mesurer, c'est de combien il s'est allongé par rapport à ce qu'il mesurait avant d'être étiré. Donc, c'est une mesure de l'élongation, mais en mètre par mètre. Il s'est étiré de combien de mètres par rapport à combien de mètres il avait au départ. Donc, c'est 100 unités, si on veut ici. Il y a déjà des mètres sur mètre. Donc, évidemment, pour assurer la cohérence des unités, ça veut dire que ce qui remplace la constante de ressort, c'est quelque chose qui va se mesurer en pascal. Puis là, de cette façon-là, ben, je n'ai pas d'unité M ici, puis j'ai Pascal est égal à Pascal. Et ce qui joue le rôle de la constante de ressort pour un ressort, de dire si l'objet est plus ou moins rigide, résiste sans se déformer beaucoup à une force appliquée sur lui, bien, on appelle ça E majuscule, le module de Young, dans le domaine de la résistance des matériaux. Mais ça joue le même rôle que le K. Donc, c'est pas mauvais d'avoir cette analogie-là en tête, là, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce chapitre-là.